Stéphane Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez France Télécom depuis près de 4 ans maintenant. Vous êtes le PDG depuis près de 2 ans et demi. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette période et c'est pas fini. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de vous dans les journaux ces dernières semaines, mais c'est pour une affaire qui n'a rien à voir avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler révolution numérique, services, technologie, marché. Et si vous le voulez bien, nous allons commencer tout de suite par du concret, le marché français, sur lequel la concurrence est très vive, sans doute encore plus vive qu'il y a quelques années. Une première question, jusqu'où peut aller la guerre des prix dans le mobile? Alors c'est vrai que le marché français, si on regarde les prix moyens qui s'y pratiquent comparé aux grands marchés occidentaux, est devenu un des marchés les moins chers aujourd'hui au monde. Est-ce que mon micro, ça va, ça fonctionne, bon, ça ne vous déchire pas trop les oreilles, parce que j'ai l'impression qu'il y a des échos. Bon, chacun connaît les conditions du marché français. Il y a un opérateur qui est entré début 2012 avec une politique de prix agressive. C'est une entrée qui s'est faite, on peut dire, un peu à contre-courant de ce qu'on voit ou de ce qu'on a vu ailleurs en Europe ou dans le monde occidental. Le résultat des courses, c'est que les prix, le revenu moyen par abonné a baissé en 2012, si je prends les chiffres d'Orange, de 10% à peu près. Il va baisser encore de l'ordre de 12-13% cette année. Ce sont des baisses énormes. Je ne connais pas beaucoup de secteurs de l'économie qui connaissent des chocs aussi violents sur leurs modèles économiques, sur leurs revenus. Donc ce sont des baisses très importantes. Aujourd'hui, on trouve en France des forfaits à moins de 5 € par mois. Est-ce que les prix peuvent continuer à baisser? Je crois que la marge à la baisse est quand même réduite aujourd'hui. Et plus que la question des niveaux des prix en tant que tel, qui est une question complexe parce qu'il faut segmenter le marché, regarder ce que sont les offres SIM-only d'un côté, les offres avec un terminal subventionné et des services de l'autre. Je crois que l'enjeu, c'est vraiment qu'il y ait une segmentation qui se mette en place de ce marché et que, au fond, tous les utilisateurs et les clients des opérateurs aient le sentiment qu'ils ont des offres, des propositions de valeur correspondant aussi à des niveaux de services différents. Voilà. Donc pour moi, l'enjeu, il est davantage que chacun des grands segments du marché, le marché de l'accès pur, de l'accès nu, SIM-only, web-only, d'un côté, et le reste du marché qui suppose effectivement toute une série de services, l'accès à des boutiques, des terminaux subventionnés, des contenus, etc., qui est une vraie différence, un vrai chemin de valeur qui se crée finalement entre ce marché pour que on ait le sentiment, pour tous les clients, pour toutes les demandes, pour tous les besoins, de trouver des propositions qui correspondent aux besoins. Alors, on a beaucoup parlé du mobile depuis 18 mois, mais les choses bougent aussi sur le fixe. Là, vous avez lancé une offre Sosh Quadruple Play, donc c'est une attaque à l'égard de Free. Hein. Son cœur du réacteur, c'est sur le fixe que Free fait sa marge et ses profits. Pourquoi l'avoir attaqué sur ce terrain-là si tard? Écoutez, si tard, nous on a depuis 2 ans pratiquement maintenant lancé Open, qui est l'offre Quadruple Play, qui est un outil extrêmement efficace. On a dépassé les 3 millions de clients sur Open, et on voit bien qu'en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays européens, ce qui marche aujourd'hui, c'est la convergence. Donc c'est le one-stop shopping, c'est cette idée d'avoir des offres qui permettent de traiter tous les besoins de communication d'un foyer, fixe, mobile, Internet, télévision. C'est ça qui marche. Donc c'était l'idée d'Open, qui est un grand succès pour nous déjà depuis 2 ans. On a décidé d'y apporter une touche supplémentaire en créant un forfait 4P sous la marque Sosh, c'est-à-dire qui combine l'intérêt et l'attractivité du Quadruple Play, tout en ayant aussi la spécificité de Sosh, c'est-à-dire des offres sans engagement, et avec des tarifs extrêmement étudiés. Ce n'est pas une agression particulière contre Free, c'est simplement une façon de dérouler pour nous sur le marché nos outils, nos offres, là où on pense qu'elles rencontrent effectivement une demande. Je crois qu'on ne s'est d'ailleurs pas trompé, puisque les débuts de ce Sosh 4P sont extrêmement encourageants. Alors, on avait entendu
des cris avant l'arrivée de Free sur le marché du mobile en disant attention, si la guerre des prix est trop violente, on n'aura plus les moyens d'investir. On a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, on repart dans une course à l'investissement avec la 4G, la fibre. Quel sera l'équilibre investissement-marge qui va se dessiner dans les prochaines années? Oui, c'est vrai que parfois les télécoms donnent le sentiment de pleurer toujours un peu, puis finalement de trouver quand même de l'argent pour acheter du spectre, payer des impôts énormes, investir, etc. On ne peut pas tellement leur reprocher quand même, parce que après tout, ce qu'on attend d'abord de nous, c'est quand même d'investir pour notre pays, pour construire des réseaux de communication les plus performants, apporter le très haut débit partout. Bon, donc, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, concrètement, le chemin est de plus en plus étroit. Parce qu'il faut d'un côté gérer la pression concurrentielle, la baisse des prix, je l'ai dit, qui est aujourd'hui historique dans ce qu'on a connu en 2012 et en 2013. Et en même temps, il faut faire face à un cycle d'investissement élevé avec la 4G dans le mobile et puis surtout la fibre. Je crois qu'il ne faut pas mélanger tous ces sujets. La fibre, c'est un projet à 10 ans qui va supposer un effort constant et qui va créer un réseau pour 30 ans ou 40 ans. Et puis la fibre, vous le savez bien, ça va mobiliser beaucoup de monde, certes les opérateurs, mais aussi les collectivités territoriales, peut-être l'État. Donc c'est un sujet qui va bien au-delà, je dirais, des stricts moyens des opérateurs. La 4G, c'est pas la même chose, c'est un horizon de temps qui est plus court, on parle déjà de la 5G. Je dirais qu'en termes de montant d'investissement, de volume d'investissement annuel, ça n'a rien à voir aussi en cumulé par rapport à la fibre. Ce que je peux dire en ce qui concerne le groupe, nous, c'est que on a décidé clairement de maintenir nos ambitions en matière d'investissement parce qu'on veut que Orange soit la référence, le champion du très haut débit dans ce pays. Et pas seulement dans ce pays, d'ailleurs, c'est une stratégie mondiale. Partout où nous sommes opérateurs, nous sommes en avance, en pointe sur le déploiement de la 4G, les acquisitions de spectre et le déploiement des réseaux, et aussi le très haut débit fixe. Il y a des pays où on peut le faire plus ou moins. Ici, on est l'opérateur historique, on a tous les moyens de le faire. Vous investirez combien cette année ? Cette année, globalement, au niveau du groupe, on investit 6 milliards d'euros. Pour la France, on investit plus de 300 millions d'euros sur la fibre. On est actuellement en opération de déploiement de la fibre dans 300 villes. Et nous maintenons absolument notre objectif de 2015, qui est d'avoir investi 2 milliards d'euros en net de co-investissement dans la fibre que nous déployons nous-mêmes. Ça veut dire qu'on maintient également notre objectif d'avoir accordé 10 millions de foyers à la fibre d'ici à 2020. Je crois vraiment qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés de l'époque, et on a parlé du marché du mobile, Orange est totalement déterminé à prendre toute sa part à l'arrivée du très haut débit fixe en France. Si on parle Europe maintenant, si vous le permettez, on parle beaucoup d'une évolution de la doctrine en matière de concurrence de Bruxelles, avec la création d'un vrai marché unique de télécom. Que vous dit-on, vous, à Bruxelles ? Écoutez, je dirais qu'on en parle, oui. Maintenant, quand on voit ce qui sort concrètement de Bruxelles, y compris dans la période récente, on parle de la grande Europe des télécoms et on nous sort une directive de plus sur le roaming. C'est un peu en raccourci, je trouve, ce que ça m'inspire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées généreuses et, à mon avis, justifiées et pertinentes qui circulent. J'ai vu qu'il y avait eu aussi une tribune de membres du gouvernement français sur le sujet, que j'approuve pleinement. Je pense qu'effectivement, plus que jamais aujourd'hui, c'est bien de la question de la construction d'un espace unifié européen des télécoms dont il est question quand on voit le retard que l'Europe est en train de prendre sur le dossier du très haut débit, quand on voit l'état de fragilisation, de fragmentation de l'industrie, les opérateurs, mais au-delà des opérateurs, c'est bien pire encore pour tout le reste de l'écosystème numérique. Donc il n'est que grand temps que l'Europe se pose quelques questions sur où la conduit les 20 ans de régulation consumériste qui ont été menés de façon obsessionnelle en Europe, et aujourd'hui de se demander quels sont les changements qu'il faudrait opérer pour ne pas rater ce qui est la grande bataille des 20 ans qui viennent, face à l'Asie, face à l'Amérique, qui est la bataille de la connectivité. Donc, je pense que cette prise de conscience politique, elle est faite dans les esprits. Maintenant, j'attends toujours de voir ce qui va en sortir, je dirais, de concret en termes de projets d'évolution du cadre de réglementation,
de l'évolution de la politique concurrentielle en Europe. Pour l'instant, il y a des mots, il y a des belles intentions, mais il n'y a que des directives baissant le prix du roaming. Et est-ce que dans vos hypothèses stratégiques, vous vous préparez à l'éventualité d'une consolidation qui reprendrait en Europe? On a vu l'initiative de Vodafone en Allemagne qui propose de racheter Cable Deutschland. Est-ce que ce sont des choses qui rentrent aujourd'hui dans vos hypothèses de travail? Bon, vous le savez, nous, on est présents dans 9 pays européens. On y réussit d'ailleurs plutôt bien, si je prends un pays comme l'Espagne ou la Roumanie, ou la Slovaquie, par exemple. Et donc, les situations de ces marchés européens, nous les regardons tous les jours. J'étais moi-même la semaine dernière en Roumanie, où on est le premier opérateur du pays. On représente 2% du PIB à nous tout seuls. Bon, c'est évident que dans des pays comme ceux-là, tout ce qui touche à l'industrie, la consolidation du mobile, pas tellement, surtout la convergence fixe-mobile, ce sont des sujets qu'on regarde de près. Derrière tout cela, il y a diverses considérations. Il y a d'abord un premier sujet qui est la marche vers la convergence fixe-mobile. On l'a dit à propos du quadruple play, mais c'est vrai que partout en Europe, on voit quand même que les opérateurs qui ne sont que mobiles cherchent un accès vers le fixe, soit en cherchant des accords avec les opérateurs fixes, par exemple les opérateurs historiques, soit, c'est le cas de Vodafone en Allemagne, carrément en essayant d'acquérir un câbleau. Derrière cette question de l'accès au fixe, il y a la question de la régulation du câble aussi. Car une des grandes lacunes de l'arsenal européen, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas de régulation sur le câble. Et vous savez très bien qu'en Europe, il y a des zones dans lesquelles les câbles opérateurs sont en situation de quasi-monopole. Je ne peux pas citer de nom ici. Donc il y a un vrai problème autour de l'accès des opérateurs télécoms, par exemple des opérateurs mobiles, sur une offre de câbles régulier. Il y a un pays qui est un petit peu en avance dans ce domaine, qui est la Belgique, qui a commencé déjà à le mettre à l'étude, mais ça concerne aussi d'autres pays. Donc moi je pense qu'il y a à l'évidence, du fait des forces telluriques un peu du marché, des possibilités, des perspectives de consolidation fixe, mobile, possible sur le sol européen. Pas facile toujours, parce que les autorités de la concurrence, les régulateurs sont extrêmement scrupuleux, mais il y a des choses qu'on va peut-être voir. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une grande consolidation européenne, c'est-à-dire le rapprochement entre deux des grands opérateurs, disons pan-européens. Vous savez ce que j'en pense. C'est séduisant par l'idée. C'est séduisant politiquement, ça peut être une vraie ambition aussi européenne. Ça se heurte à d'immenses difficultés de toute nature, des difficultés boursières, des difficultés financières, des difficultés politiques, des difficultés sociales. Et donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait vraiment une opportunité, un projet précis qui puisse véritablement être engagé dans ce domaine. Mais nous, en ce qui nous concerne, on a des discussions toujours tout à fait nourries et importantes avec nos partenaires, en particulier avec nos partenaires allemands. Je recevrai d'ailleurs demain matin à Paris mon homologue, le PDG de Deutsche Telekom et son équipe, pour une journée qui sera consacrée un peu au point de tous nos sujets communs. On en a beaucoup. On a une filiale commune en Angleterre. On a une société commune qui fait les achats des deux groupes. Et on a beaucoup d'autres projets. D'accord. Mais le mariage avec Deutsche Telekom, ce n'est pas pour tout de suite. Plus loin, est-ce que vous avez aujourd'hui, malgré vos contraintes financières qui sont encore fortes, les moyens de procéder à l'international à des opérations de croissance externe? On a des contraintes financières, comme tout le monde, je dirais. Je tiens à rappeler quand même que par rapport à la situation qu'on a connue il y a quelques années, ce groupe a un bilan sain. Il a une notation qui est très bonne et il n'a pas de problème de liquidité. Il a été géré d'une façon extrêmement rigoureuse, y compris ces 3 dernières années, de telle façon, y compris en réduisant le dividende d'ailleurs, de telle façon qu'on ait des marges intactes. On a donc les moyens de faire des choses. Du côté du grand international, on va dire, il y a des sujets qui nous paraissent intéressants. Nous sommes par exemple candidats aujourd'hui pour acquérir une licence de téléphonie mobile et fixe en Birmanie. Il y a un processus aujourd'hui d'appel d'offres dans ce pays dans lequel le taux de pénétration du mobile n'est que de 6%. C'est pour faire rêver un petit peu la salle. Il y a 2 licences qui sont en attribution. Il y a eu au premier tour 92 candidats
vous dire qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser à ce pays. Aujourd'hui, on est à un stade plus avancé du processus, on est une dizaine. Je pense qu'on a un espoir raisonnable d'en avoir une. Pour nous, ça serait un développement majeur, parce qu'on n'est pas aujourd'hui présent en Asie. La Birmanie, c'est un très grand pays qui a en plus des ressources très, très importantes. Si on était amené à y rentrer, ça serait un mouvement stratégique important. Ensuite, il y a toute la zone de l'Afrique et du Moyen-Orient sur lequel on est très présent. On est présent dans 20 pays. Et naturellement, tout ce qui s'y passe nous intéresse. Si on regarde un petit peu en avant, vers l'avenir, en partant d'une situation actuelle où Orange France Télécom est proche de son plus bas historique en bourse, quelle est l'histoire que vous comptez écrire à partir d'aujourd'hui pour les 5 ou 10 prochaines années? De quelle façon vous voyez Orange dans 5 ou 10 ans? Bon, déjà, vous pouvez dire Orange tout court. Hein. C'est plus la peine de dire Orange France Télécom Orange. Vous pouvez simplifier. À partir du 1er juillet, ce sera Orange. Voilà. Au moins, ça, c'est déjà un point qui est acquis et qui, je crois, va contribuer à simplifier la perception et la présentation de ce groupe partout dans le monde, puisqu'on est Orange partout dans le monde. Quelle est la vision du groupe à 10 ans? Vaste question, surtout si on se ramène 10 ans en arrière et qu'on se rend compte que 10 ans en arrière, on était encore en plein développement du mobile, mais avec des modèles économiques centrés sur la voix. Il n'y avait pas de 3G, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de data. Donc on est dans une industrie où les changements sont tellement rapides que 10 ans, ça paraît déjà une éternité. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a quelque chose dont on peut être à peu près certain, c'est qu'on est vraiment rentré dans une phase d'accélération de la digitalisation de l'économie, des économies. Ce qu'on appelle la révolution digitale, la révolution numérique. Je crois que c'est maintenant un mouvement qui est à l'œuvre. On le voit partout dans le monde, y compris dans des zones qui s'étaient tenues à l'écart de cela encore, jusqu'à peu. Et elle va toucher toutes les activités humaines, toutes les activités économiques, mais bien au-delà. Et donc, au fond, la vraie question pour un opérateur comme nous, c'est quelle est la place, quel est le rôle que nous voulons et pouvons jouer dans cette révolution digitale qui va façonner un peu le monde du futur. On a, au fond, deux options, basiquement. Soit celle de rester vraiment un fournisseur d'accès, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de construire les meilleures infrastructures de transport, les meilleurs réseaux, fixes et mobiles, ce qu'on appelle les smart networks. Donc aujourd'hui, vous le savez, c'est 100 mégabits par seconde de débit sur des réseaux mobiles avec la 5G, c'est 1 gigabit sur la fibre. Voilà les réseaux qu'on s'apprête à déployer, à développer dans 10 ans. C'est ça qu'on aura dans 10 ans. Être un opérateur qui est exclusivement concentré sur ce métier d'infrastructure de réseau, c'est évidemment pour nous prendre le risque d'être de plus en plus cantonné à un utility, hein, un fournisseur d'un service qui est essentiel pour tout le reste de l'économie, qui donc sera encore plus régulé, encore plus géré de toutes les façons pour que le prix en fait, de cet accès soit le plus bas possible. Et donc ça veut dire pour une entreprise comme la nôtre, énormément un champ de contraintes gigantesque et peu de latitude pour développer une stratégie vraiment créatrice de valeur. Donc pour moi, il n'y a guère qu'une autre option. Cette option, c'est d'essayer de faire d'Orange, on va dire, le premier opérateur télécom de l'âge Internet. C'est-à-dire de créer dans Orange l'entreprise qui va regrouper le meilleur des deux mondes, le meilleur des télécoms, c'est celui d'où on vient, avec ses expertises, sa culture du client aussi, sa relation finale avec le client, son empreinte géographique, et le monde de l'Internet. Le monde de l'Internet qui est, lui, beaucoup plus centré autour de l'expérience client. L'expérience client, pour nous, c'est fondamental. Ça n'a pas toujours été le fort des opérateurs télécoms. Il faut que ça devienne, un peu à la manière d'un Apple ou d'un Google, il faut que ça devienne absolument le cœur de tous nos processus de fonctionnement, tous nos processus de décision, l'expérience client. Parce que vous dites le meilleur des deux mondes, mais le meilleur de l'autre monde, là pour le moment, il est chez les OTT, chez les Google, oui, les Facebook, etc. Donc c'est pas chez vous. Non, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous, il faut que nous soyons capables de nous inspirer de ce qui a été à l'origine du succès aussi des grands acteurs de l'Internet, parce qu'on a beaucoup d'atouts pour le faire. Et encore une fois, qu'on essaie de réaliser à partir de notre cœur de métier, qui est de construire des réseaux intelligents,
eh bien d'aller vers cet écosystème numérique qui se crée sous nos yeux et qu'on essaie d'y prendre un certain nombre de positions qui correspondent à nos vrais atouts. Donc je l'ai dit, la culture de l'expérience client, pour moi, elle est absolument fondamentale dans tous nos métiers. Il y a une autre donnée qui me paraît très importante, qui est celle de l'innovation ouverte. Historiquement, nous, on a été des grands acteurs de l'innovation dans les télécoms. Vous savez bien, c'est dans les laboratoires de France Télécom, pour le coup, qu'on a inventé quand même beaucoup de choses importantes dans les télécoms, le GSM par exemple. Aujourd'hui, à l'âge de l'Internet, il faut qu'on rentre complètement dans l'open innovation. Il faut qu'on ouvre nos murs. Il faut que tous nos sites, par exemple, tous nos labs dans le monde, soient ouverts sur l'extérieur, puissent accueillir des chercheurs, des étudiants, des créateurs de start-up, des partenaires. Il faut vraiment qu'on se remette au cœur de cet écosystème digital si on veut pouvoir y jouer un rôle plus important et aussi pouvoir saisir, je dirais, dans cette profusion d'innovation qu'on voit aujourd'hui dans le monde Internet, celles qui vont constituer nos futurs relais de croissance. Nos futurs relais de croissance, ils vont être dans le cloud, ils vont être peut-être dans le mobile banking, ils vont être peut-être dans l'Internet des objets, ils vont être dans toute une série de services ou de familles de services qui vont se créer à partir du monde Internet et pour lesquels nous, en tant qu'opérateurs, parce que nous déployons nos réseaux et parce que nous avons cette capacité de mener une relation avec aujourd'hui 230 millions de clients dans le monde, nous avons, dans la proximité, nous avons un ensemble d'atouts tout à fait extraordinaires qui peuvent faire de nous un vrai acteur de cette révolution numérique, de ce changement numérique. Voilà un peu à grands traits la vision que je vois pour Orange. Alors on est loin du cours de bourse, vous allez me dire. Oui. C'est vrai que le cours de bourse aujourd'hui est à un niveau désolant, désespérant. Bon, comment s'en étonner quand on voit la situation des télécoms en Europe, on l'a dit tout à l'heure, et en plus la situation française, où depuis 2 ans, on a fait face à l'arrivée d'un 4e opérateur, avec un impact sur les marges des opérateurs existants qui est gigantesque. Nous-mêmes, nous perdons 2 milliards d'euros par an de génération de ressources, de valeur, du fait de la baisse des prix en France. Donc ça serait très étonnant que le cours de bourse n'ait pas tenu compte de ces chocs. Le pari que nous faisons, et nous, c'est clairement de stopper l'érosion de la rentabilité du groupe l'année prochaine, en 2014. Donc tous nos plans convergent vers cet objectif. Et au-delà, effectivement, de repartir sur un chemin de croissance, à la fois sur le très haut débit, fixe et mobile. Ça dépendra de notre capacité aussi à monétiser ces nouveaux services. Et puis, comme je vous l'ai dit, à la capacité, progressivement dans le temps, à trouver un certain nombre de niches de valeurs, de services dans le numérique qui valorisent au mieux l'ensemble de nos compétences. Merci Stéphane Richard. Merci Monsieur le Président. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.